Quel est votre premier souvenir dans un stade? Votre premier cri de joie? Votre première désillusion? Moi, c'était au Stade de France en 2003 pour voir la France jouer contre l'Égypte. C'était un match amical, mais j'étais déjà bluffé par le trajet depuis le RER. Le stade qui grandit petit à petit, la montée des marches, le bruit de la foule qui augmente, et cette sensation de gigantisme quand tu vois l'intérieur du stade pour la première fois. Vient ensuite le plaisir de voir ses idoles, de les voir marquer. Le match était sans enjeu et à sens unique, donc mon attention était plutôt portée sur l'architecture du stade, la toiture, les poteaux, les écrans et les milliers de sièges. Mais si je vous dis que toute cette expérience, cette simplicité de profiter d'un match, elle pourrait changer à jamais, voire disparaître. Une révolution est en cours dans le design des stades. L'emplacement, l'accès, les tarifs ou encore leur taille. Je vais essayer de vous montrer ça avec une modélisation 3D et on verra si les stades modernes symbolisent la mort du sport populaire. Pour comprendre les enjeux et les problèmes des stades modernes, il faut d'abord voir comment on en est arrivé là. Au début du siècle dernier, les premiers matchs et les premières compétitions sportives se développent. Les premiers stades arrivent, on va les appeler les précurseurs. Au début, ce ne sont que des buts de terre et des tribunes en bois temporaires construites à la hâte. Ces stades servent aussi pour des foires, des expositions. Puis viendra le béton et les éléments métalliques pour couvrir certains spectateurs, les plus riches évidemment. En Angleterre, de plus grands stades se développent déjà. Le confort, c'était autre chose à l'époque. On était souvent debout et derrière un poteau, mais c'était pas important tant qu'on pouvait suivre le match ou la course de vélo, très populaire à l'époque dans les stades. On va retenir un aspect essentiel pour chaque période et voir ce qu'il en reste aujourd'hui. Donc pour ces précurseurs, l'important c'était de voir ce qu'il y a sur le terrain, donc c'était le jeu en fait. C'est bête, mais ça a bien changé, vous allez voir. Un peu plus tard, certains stades vont être développés par des groupes industriels dans le cadre du mouvement paternaliste. C'est quand les patrons prenaient en charge le logement et les loisirs de leurs ouvriers. On a alors des stades proches des usines et des logements. Un enjeu à retenir ici, ça serait l'ancrage local, le financement par des acteurs du territoire. Les stades grossissent alors et jouent un rôle prépondérant dans le sport, mais aussi tout simplement une place importante dans la société. Et certains vont vite le comprendre. On arrive à une nouvelle génération de stades. Différents. Des outils. Pas au service du sport, mais au service de la propagande de régimes totalitaires. L'architecture doit alors symboliser la supériorité et la durabilité du pouvoir. Il y a un changement radical, le gigantisme. Ces énormes stades doivent démontrer que la population locale adhère massivement au régime, que le pouvoir en place a la capacité de mobiliser les foules. Les grandes capacités permettent l'accueil de compétitions internationales, une chance énorme donnée à ces régimes pour lisser leur image. Les stades servaient à voir du sport, ils servent désormais à un propos politique. Et oui, c'est le baby-boom, les 30 glorieuses. La société de consommation et de divertissement se structure. La nouvelle classe moyenne a de l'argent et compte bien le dépenser. Le sport devient un spectacle et la course au gigantisme se poursuit aux USA avec de nombreux stades de plus de 80 000 places. Comme vous pouvez le voir, il y a alors peu de considération pour le confort des spectateurs. On regarde un match debout, sous la pluie et on est compressé, mais on est heureux car la pinte, elle est pas chère. L'enjeu ici, c'est bien l'aspect populaire du stade, la démocratisation du sport. On cherche à caser le plus grand nombre de personnes dans un espace. En Europe, il y a un mouvement similaire, mais on avait déjà des stades, donc ça va être plutôt des agrandissements, comme au Bernabéu ou à San Siro. Les stades sont alors le symbole de cette culture de masse en pleine structuration de l'économie des clubs. Bonsoir à tous. 24 heures après le drame qui a endeuillé notre pays et le football, c'est la désolation, la tristesse et le remords. Dans un stade du Heysel dévasté, sur les gradins du sinistre bloc Z, où 38 personnes sont mortes hier soir à 19h25, victimes de la panique. Les Anglais ont gagné 11-0. 11 morts à 0 peut-être. On en reparlera. Vous étiez là ? Bien sûr, j'étais là.
4 ans après le drame du Heysel, tragédie sur un stade anglais. Premier bilan entre 74... Les années 80 sont donc marquées par les tragédies dans les stades. On entre alors dans une nouvelle ère, celle des stades sécurisés. Des réformes radicales sont entreprises, d'abord en Angleterre. Le hooliganisme est combattu, avec des interdictions de stades et plus de contrôle. L'architecture des stades est repensée. Des séparations plus importantes sont installées entre les supporters des clubs. C'est ce qu'on appelle les parkages. C'est également la fin des tribunes debout et la mise en place des all-seaters. Tout le monde doit être assis. Fini les billets avec seulement une tribune indiquée. Chaque spectateur a maintenant sa place. Caser 200 000 personnes dans un stade n'est plus un objectif. Ça fait peur aux gens. Les standards de confort évoluent, les prix augmentent. En France, ce seront les 18 morts du drame de Furiani en 92 qui feront disparaître les tribunes debout, puis l'accueil de la Coupe du Monde de 98 qui poussera à la modernisation. Ces différentes ères, elles ont des conséquences concrètes sur l'architecture des stades, et ça, on va pouvoir le mesurer. Ce graphe montre l'évolution de la capacité d'Anfield, le stade de Liverpool. On reconnaît l'ère des précurseurs, puis une augmentation progressive jusque dans les 30 glorieuses. En 90, c'est le rapport Taylor qui fait suite aux accidents, Anfield baisse sa capacité. Depuis, il y a eu quelques travaux d'agrandissement. C'est un mouvement que l'on peut voir également avec Old Trafford, le stade de Manchester United, ou avec Hampden Park, à une époque le plus grand stade du monde. Tous ces stades ont perdu en capacité dans les années 90 pour se conformer aux normes de sécurité. Et on est encore en plein dans cette période, avec la crainte de remettre des tribunes debout, l'interdiction de déplacement de supporters dans les stades, etc. On arrive donc enfin à nos stades modernes. Bienvenue dans mon stade moderne. Il lui manque encore quelques éléments pour être à la page, on va les ajouter ensemble. Première pièce essentielle des stades les plus modernes, la toiture. Pour l'instant, l'essentiel de nos tribunes sont couvertes, c'est le minimum on va dire. Pas de poteaux pour nous gêner, pas de pluie pour nous rendre malades. Depuis 20 ans, beaucoup de stades ont rajouté cet élément afin de protéger de la pluie donc, mais aussi de mieux contrôler l'acoustique. On va y revenir. Mais si on veut vraiment être au top, il va falloir s'inspirer des stades les plus modernes qui ont une toiture complète. Donc on va se rajouter un toit, voilà, et du coup des lumières aussi, sinon on voit plus rien. Ok. Deuxième élément, les écrans. À une époque, il y avait juste des panneaux électriques qui servaient à donner le score. Mais en 85, c'est l'arrivée du Jumbotron de Sony. On y voit alors des ralentis et des pubs, même si globalement elles étaient déjà là dans les stades. Puis les écrans deviennent LED et s'agrandissent. Dans les enceintes les plus récentes, c'est pas 2 ou 4 pauvres écrans qui sont équipés, mais des véritables anneaux de pixels, parfois même à double face pour plus de ralentis, plus de stats et encore plus de pubs aussi bien sûr. Avant, aller au stade, c'était se donner la possibilité de voir le match. Maintenant, il y a une nécessité de tout voir, de ne rien manquer. Il nous faut les ralentis sur les écrans, depuis les buvettes, depuis les toilettes ou directement sur les sièges. Des applis donnent des dizaines d'angles de caméra pour revoir des actions, avoir des stats avancées. Le stade se vit donc aussi par nos portables désormais. Il y a pas longtemps, je suis allé à la Défense Arena pour voir du rugby, et pendant le match en pleine action, c'était une demande aux spectateurs d'envoyer des photos sur le hashtag du match. On continue, on va oublier nos petits écrans et on installe ce giga ring numérique au-dessus de notre pelouse. Et justement la pelouse, maintenant qu'on a un toit, on n'a plus de pluie mais plus de soleil aussi. Et ça pose problème. Donc soit on met une pelouse toute synthétique, mais sérieux c'est pas terrible, soit on trouve un moyen de lui apporter de la lumière. Par exemple à Schalke ou à Sapporo au Japon, la pelouse sort carrément du stade pour prendre le soleil, mais ça consomme beaucoup de place à côté du stade et on va en avoir besoin. Le nouveau Bernabéu à Madrid déplace l'herbe dans des fermes verticales. Alors j'aimerais bien faire ça dans mon rendu 3D, mais j'ai pas encore les skills, donc on va se contenter de notre pelouse pour l'instant. Donc ça, c'était pour les changements les plus cosmétiques, on va dire, mais il y a d'autres changements bien plus importants et bien plus rentables qui se passent en tribune. Abonnez-vous. Les stades des 30 Glorieuses, ils se caractérisaient par une certaine homogénéité. La grande majorité des fans étaient logés à la même enseigne, c'était normal de passer le match debout. Aujourd'hui, il y a de nombreuses catégories, et certaines plutôt bien cachées. D'abord, il y a les places classiques, avec différentes catégories. C'est celles que vous retrouvez à la Fnac ou sur le site du club. Elles prennent 80 à 90% de la capacité du stade en apparence, mais certaines sont réservées aux abonnés. C'est ce qu'on voit sur ce graphe, qui montre le nombre d'abonnés et la capacité des stades de Ligue 1. Par exemple, le parc compte 36 000 abonnés pour 48 000 places. Donc un remplissage théorique par les abonnés de 74% à chaque rencontre. C'est théorique car tous les abonnés ne viennent pas à chaque match. Au Vélodrome, c'est 49 000 abonnés pour 67 000 places. En général, les clubs limitent le nombre d'abonnés pour donner une chance à tout le monde de voir le match, et aussi parce que les abonnés rapportent beaucoup moins qu'un billet normal.
A l'inverse, Strasbourg a fait le choix d'ouvrir largement les abonnements, plus grosse ambiance, mais moins de revenus. Ok, les abonnés les plus bruyants, les plus fidèles forment le COP, d'union de la tribune d'Anfield la plus fervente, qui vient elle-même du nom d'une bataille où ont participé Churchill et Gandhi. Sacrée anecdote. Dans ces COP, les tribunes debout reviennent progressivement sous la forme de safe standings. Ces dispositifs permettent de se mettre debout donc, mais aussi de s'asseoir comme exigé pour certaines compétitions. Les stades récents essayent alors de reproduire le mythique mur jaune de Dortmund, Tottenham avec son Wall of Sound, ou encore Everton et son mur bleu. Sur le site du stade, on voit même que les architectes communiquent sur le fort angle d'inclinaison du stade. Un peu flippant peut-être. On a aussi le parquage des supporters adverses, 5 à 10% des places leur sont réservées, souvent les moins bien placés, avec des prix plafonnés à 10 €. Il doit être sécurisé avec des filets, des barrières, etc. On continue avec une partie souvent oubliée, c'est le coin des médias, plus ou moins grand en fonction du stade et de l'événement. Au JO, ça prenait même une grande partie d'une tribune. Aux meilleures places, c'est important de bichonner les médias, même si ça casse un peu l'ambiance parfois. Et enfin, on y arrive, les VIP. Encore une fois, il y a plusieurs catégories. Il y a les places présidentielles, les mieux situées, et les loges, qui vont de 1000 à 4000 places. C'est cet anneau qu'on voit dans notre stade. Derrière les vitres fumées, tout un monde qu'on n'envisage pas forcément. Espace privé avec salon, restaurant étoilé, hôtel, accès au tunnel d'avant-match, etc. Ces espaces, ils sont devenus indispensables pour l'économie d'un stade et parfois pour l'économie d'un club. Mais à votre avis, si je vous dis que les loges représentent 10% de la capacité d'un stade, quel est leur poids dans les revenus de la billetterie ? C'est 75%, voire 90% pour certains clubs. En 2011, quand le Qatar achète le PSG, les premiers travaux sont destinés à augmenter la taille des places à hospitalité. C'est les loges en gros. Elles sont passées de 1600 à 4500. La tendance est globale chez les grands clubs. Quand le Real a restructuré son stade, il y a intégré de nouvelles loges, augmentant de 100 millions les revenus de sa billetterie chaque année. De nouvelles offres se sont créées pour s'adapter à tous les gros budgets. Le Vélodrome propose 5 formules différentes pour ses VIP, allant des sièges business à 110 € par match, jusqu'aux loges à plusieurs milliers d'euros. L'idée, c'est de segmenter l'offre. Une stratégie bien connue dans le marketing afin de maximiser la rentabilité. Pensez aux avions, aux concerts ou au cinéma. Il faut offrir des espaces spécifiques aux riches pour qu'ils puissent dépenser leur argent. Augmenter ses revenus grâce aux loges, ça permet de contourner le fair play financier. Ce sont des règles mises en place par l'UEFA pour contrôler et réduire les dépenses des clubs. Ce dispositif encadre les montants investis, mais il ne prend pas en compte les dépenses en infrastructure. Du coup, les propriétaires des stades, ils investissent massivement dans leurs équipements pour générer des revenus qui, au final, leur permettront d'acheter des joueurs à des prix exorbitants. C'est une forme de blanchiment d'argent si vous voulez. Les stades sont devenus des machines à cash qui ont évolué, entraînant une montée en gamme des publics. Ah oui, et j'oublie, un stade ne serait pas moderne sans naming. Moi j'ai pas de sponsor, bientôt j'espère, donc je vais juste rajouter mon logo, vous avez l'idée. Bon, tout ça c'était pour l'intérieur de notre stade moderne, mais quelque chose de plus grand aussi se joue à l'extérieur. Bienvenue à la Patriot Place, quartier de l'équipe de football américain des Patriots, où vous trouverez un cinéma, un escape game, un hôtel, des restaurants, des salles de concert, un hôpital privé, des bars sportifs, ah oui, et un stade de football américain classé en dernier dans les activités à faire dans le quartier. Notre objectif, que vous passiez plus de temps au stade, voire vous faire venir quand il n'y a pas de match. On appelle ça la fan experience. Bref, vous avez compris. Le stade n'est plus que l'un des pions d'un échiquier plus grand qui comprend des commerces, des logements et des bureaux. Les défenseurs de ces projets urbains parlent de redynamisation de quartier et de création d'emplois. Les opposants dénoncent une rupture de frontières entre supporters et consommateurs. Les clubs n'auraient que pour seul objectif d'augmenter le montant du panier moyen, comme on dit dans le milieu. La présence de toits et de pelouses rétractables permet aussi d'accueillir des concerts ou des courses automobiles, gommant progressivement les différences entre un stade et des salles comme Bercy. Alors je sais que dit comme ça, on a l'air de bien s'éloigner du sport et que ça n'a plus l'air d'avoir beaucoup de sens. Reprenons tous les enjeux qu'on a vus dans la partie historique. Ok, est-ce qu'on peut encore dire que le jeu est la raison d'être principale des stades quand ils sont inclus dans des projets urbains plus grands ? Est-ce que l'ancrage local est encore une priorité quand les stades répondent à des enjeux de mondialisation de clubs cotés en bourse ? Est-ce que les stades permettent encore de faire découvrir un sport quand la priorité est donnée à la montée en gamme de l'accueil ? Il ne resterait alors que les aspects sécuritaires et de gigantisme ? En fait, tout dépend de ce qu'en fait le club. La hausse des loges peut permettre de proposer d'autres billets moins chers. La création de cette expérience du supporter, elle permet de réguler les flux avant et après les matchs. Finalement, rien ne vous oblige à venir pour autre chose que du sport. Mais ces dynamiques peuvent également venir nourrir toute une industrie qui ne répond plus qu'à la recherche de profit.
Voilà, c'est une vidéo qui me tenait pas mal à cœur, vous en doutez avec le nom de la chaîne. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec tout, ou peut-être que j'ai oublié des trucs. Vous pouvez aussi me donner un petit avis sur le nouveau décor, j'ai encore quelques trucs à régler. Voilà, pensez à liker, à commenter, à vous abonner et à booster aussi, je crois qu'on peut le faire depuis les portables maintenant. À très vite.